La conférencière se présente elle-même. Elle se présente elle-même. Voilà. Voilà, je dois vous dire que, bon, voilà, elle se présente elle-même. Elle dira ce qu'il fait. Voilà. Mieux que moi. Alors bonjour, je m'appelle Lise Cormery. Je remercie Alice Fulconis de son invitation à faire partie aussi de la critique d'art parisienne. Je remercie Jean-Luc de Carbuccia, qui est l'éditeur du livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je lui demanderai de dire quelques mots sur sa maison d'édition, parce que je sais que vous êtes tous des critiques d'art. Et il a un catalogue de livres tout à fait intéressant. Je me suis permis de mettre l'adresse de sa maison d'édition, adresse sur internet www.édition-2de et ensuite un tiret mais en bas, paris.com, _ voilà. Si vous avez toutefois des difficultés, parce que parfois nous perdons les adresses, vous allez simplement sur Google, vous demandez Lise Cormery et vous verrez, il y a toute une suite de sites qui défilent et parmi eux, vous avez l'édition de Paris. Voilà. Alors, je remercie aussi Marie-Claude Vétréno-Sounard, sans laquelle je ne serais pas ici. Et puisque je dois me présenter, depuis 1985, nous fêterons les 20 ans d'une petite galerie que j'ai ouverte il y a 20 ans. Nous fêterons donc le 23 mars prochain l'anniversaire de cette galerie, et durant lequel je signerai le livre sur l'église de Paris, ainsi que les autres livres dont je vous parlerai tout à l'heure en parlant de Marie-Claude Vétréno-Sounard. Donc, il y a 20 ans, j'ai créé dans un atelier de sculpture qui était voué à la disparition, un lieu qui est un GIE, c'est-à-dire un groupement d'intérêt économique, mais à objet culturel, non pas objet commercial, où j'ai organisé quelques 200-250 expositions personnelles ou de groupes national ou international. Donc ma spécialité, ce sont les arts plastiques, l'art en général. Il y a 25 ans, j'ai fait une première thèse à Paris 4, c'est-à-dire la vieille Sorbonne, en histoire des idées, sur un sujet qui était l'arme de la non-violence chez le Mahatma Gandhi. Alors vous voyez, vous pensez que peut-être je me fourvoie, mais en fait, le livre de l'Église de Paris renoue quelque peu avec cette première formation. Et mon professeur d'université étant mort, cela arrive en cours de thèse, je me suis retrouvée orpheline. Et heureusement, des années plus tard, j'ai rencontré Marie-Claude Vétréno-Sounard, avec laquelle j'ai eu la chance de faire une deuxième thèse sur un sujet tout à fait différent, qui était l'art en France sous la Ve République. Ce qui m'a permis de dresser un bilan de la politique sociale, culturelle et de la communication de l'art en France de 1958 à l'an 2000. En faisant des retours en arrière, même avant la Révolution française, notamment pour voir si les femmes avaient perdu ou non du pouvoir dans le monde des arts depuis la Révolution française. Voilà. Alors vous allez vous dire, l'église de Paris, qu'est-ce qu'elle vient faire l'église de l'abbé de Cormery, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Alors, cette recherche, parce que comme vous pouvez le voir, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est surtout la recherche. En 1990, je me suis intéressée au lieu dans lequel je travaillais, qui est donc la petite galerie qui s'appelle maintenant la galerie Lise Cormery, qui est rue de l'Anneau. Et donc en 1990, j'ai commencé à faire une recherche parce que j'ai réalisé que je m'étais installée dans un site historique riche, très riche. Et j'ai travaillé en faisant des recherches aux archives nationales,
à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, enfin, etc., etc. Vous verrez la bibliographie dans le livre en question. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre peut nous permettre de nous poser la question, qu'est-ce que la recherche et à quoi elle sert? Je suis partie d'un petit quartier en me disant, je vais faire un petit livre dessus, et puis finalement, je suis arrivée à l'histoire du petit quartier, puis par cercle concentrique à l'histoire du quartier latin, puis l'histoire de Paris, puis l'histoire du monde, où j'ai rejoint mes recherches sur l'humanitaire, sur le politique précédentes. Alors j'ai tiré le fil tout simplement, et en tirant le fil de cette histoire du quartier latin, du quartier Lano, un beau jour j'ai découvert qu'une petite église qui était à 20 mètres de l'endroit où je vis, où je travaille, avait été bâtie en 1733 par l'abbé de Cormery. C'est-à-dire que je n'ai pas fait comme la plupart des gens qui vont à un certain moment de leur vie se pencher vers leurs ancêtres et dire je vais faire une recherche sur mes ancêtres. Pas du tout. Non, non. C'était une recherche purement historique pour savoir où je vivais. Et un beau jour, grâce à une toute petite étude trouvée à la bibliothèque historique de la ville de Paris, dans des archives, j'ai découvert qu'en fait, en 1733, un abbé qui s'appelait l'abbé de Cormery a financé cette église. Et je vous dirai tout à l'heure, j'ai remonté le fil et j'ai découvert d'où venait la branche paternelle de ma famille, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, et lors de mes voyages, on me disait toujours, mais vous êtes anglaise ou irlandaise? Et moi je disais, mais non, pas du tout. Nous venons d'un petit village à 15 km de Tours qui s'appelle Cormery, et on n'a rien à voir avec l'Angleterre ni avec l'Irlande. Et en fait, grâce à la recherche, et c'est parce que très souvent on nous dit, l'université est un petit peu montrée du doigt des fois, ou les chercheurs, on dit mais vous passez votre temps à chercher, vous trouvez rien. C'est pas vrai, parce que en fait cette église, la petite église dont on parle, elle a une histoire très très riche. Et elle a été supplantée pour des raisons politiques par un autre endroit qui s'appelle le Collège des Irlandais, dont tout le monde a entendu parler parce que le pays qui l'a financé a beaucoup d'argent, mais c'est plutôt la partie, protestante de l'Irlande qui a financé ça et qui a complètement occulté l'histoire des Irlandais que je vais vous conter tout à l'heure et qui est une histoire très très importante sur laquelle je vais continuer des recherches plus fouillées encore. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que je suis à la recherche d'informations. Voilà. Alors je vais faire circuler des petites illustrations de cette église. Vous verrez la photo, qui est une photo d'Adjet, que vous connaissez, qui est un grand photographe de Paris, restitue parfaitement l'église telle qu'elle est maintenant. C'est un paquet d'ensemble. Voilà. Donc, cette église, le livre auquel je fais référence, en fait, il commence très tôt, puisque on parle du quartier Lano et du quartier latin, de cet endroit, avant même le XIIe siècle. On commence à l'an 120 et on remonte le temps, c'est-à-dire que le livre est bâti sur une chronologie. Pourquoi? Parce que j'étais cancre, j'étais un cancre, et comme tous les bons cancres, j'étais incapable de m'y retrouver dans l'histoire de France. Et si on me dit 1312, alors là, qui est le roi? J'en sais rien. Donc, je me suis mis à la place de mon lecteur en me disant, tiens, je vais essayer de resituer. Et donc, le livre est construit de la façon suivante. Vous avez la chronologie, et puis vous avez la chronologie du quartier latin, avec, mettons, on va dire l'an 1200 ou l'an 1733, par exemple. Et en même temps, vous allez trouver qu'est-ce qui se passait dans le monde à ce moment-là, qui étaient les grands artistes du moment, quelles sont les grandes découvertes, parce que très souvent, on a oublié, vous voyez. Alors, par exemple, on va parler du Collège des Lombards. Alors, le Collège des Lombards, c'est le collège qui est très connu. Ce collège, donc, c'est 1329, je vous l'ai mis au tableau. Voilà, on va commencer en 1329. Cet endroit s'appelait le Collège des Lombards. D'ailleurs, historiquement, on fait souvent référence au Collège des Lombards parce que c'est le seul
les seuls articles que l'on trouve écrits par des historiens sur cet endroit. Hein. Alors les Lombards, c'était donc des Italiens qui venaient étudier en France. 1329, ça vous situe la grande période des collèges du quartier latin, c'est-à-dire que c'était le savoir, l'université et ce qui était le monde à l'époque, qui était un monde rétréci, puisque c'était l'Europe en fait, hein, venaient étudier dans ce quartier. Hein. Donc ça s'appelait le Collège des Lombards et on accueillait là des étudiants qui venaient apprendre tout ce qui pouvait être appris à l'époque et qui retournaient ensuite dans l'Italie que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Italie, mais qui était bien sûr des principautés hein, différentes. Donc je vous parle dans ce livre du Collège des Lombards. Et ce qui était intéressant, c'est que à l'époque, pour pouvoir rentrer dans ce collège, il fallait, par exemple, ne pas répondre à un critère qui était que le collège était interdit aux enfants naturels et aux criminels. Parce que ça, on l'a oublié. C'est pour ça que toute cette histoire de l'Église aussi, c'est une petite histoire de la sociologie et du politique. Alors, en effet, à l'époque, être un enfant naturel, c'était être mis au rang des criminels. Et je n'oublie pas de parler dans ce cas-là de l'histoire de Leonardo da Vinci, le grand Léonard de Vinci. Et je dis, eh bien, Léonard de Vinci, s'il avait voulu rentrer dans ce collège, il n'aurait pas pu, parce que c'est un enfant naturel. Vous voyez ? Donc c'est intéressant de voir comment nos sociétés se construisent. Et ça aurait été bien dommage, parce qu'en fait, si on n'avait pas laissé Léonard de Vinci faire sa vie, on n'aurait pas la Joconde au Louvre actuellement. Vous voyez ? Donc ce sont des petits jeux comme ça. Hein. Donc je parle de la vie de Léonard de Vinci, et je le situe au moment du Collège des Lombards, puisqu'il correspond à cette histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rue à ce moment-là ? À ce moment-là, il y a eu déjà, dans une petite rue qui est juste ici, qui s'appelle actuellement l'impasse, c'est une petite impasse qui est ici maintenant, ici à peu près, là. Elle s'appelait à l'époque la rue Judas. Vous avez eu déjà les premiers, les pogroms, puisque ça s'appelait la rue Judas, donc il y avait vraisemblablement des personnes de religion juive qui vivaient là. Donc il y a eu des personnes qui ont été assassinées. Alors on peut se demander pourquoi. En fait, ce qui se passait, c'est que il y avait à l'époque le roi. Alors je vais vous resituer parce que ce n'est pas évident. Le roi, en 1380, à la mort de Charles V, alors Charles V, vous voyez, moi j'avais complètement oublié qu'il était Charles V, mais ça m'a permis au moins d'étudier l'histoire de France, et ses économies ne suffirent pas à entretenir les fastes de la cour du nouveau roi. Je cite les historiens du moment, l'abus du plaisir le conduisait à la démence, et ses oncles étaient aussi dépensiers. Les Parisiens, accablés d'impôts, réunirent plusieurs assemblées dans le parloir aux bourgeois. Ils décidèrent qu'ils ne paieraient plus rien et se rendirent sous la conduite du prévôt des marchands pour trouver le duc d'Anjou. Bref, il y a eu une ordonnance et Villaret, qui est un historien du moment, parce que tout ce livre est basé sur de la recherche pure et dure, hein, c'est-à-dire je suis allée dans les archives, trouver des éléments disparates qui, au fil du temps, puisque comme je vous le disais, la recherche a été commencée en 1990, elle s'est achevée en 2005, a duré 15 ans. Hein. Donc une ordonnance rendue le 16 novembre 1380 révoqua alors tous les subsides établis depuis Philippe le Bel. Elle considérait que le peuple était moult grévé et dommagé par les aides, en vieux français. Et Villaret nous rapporte ici les faits sanglants du quartier juif de Paris et aussi de la rue Judas, qui se trouve donc, comme je vous le disais, juste là. Alors, dépouillés et battus, les malheureux Israélites ne trouvèrent de refuge que dans la prison du Grand Châtelet. En même temps que l'argenterie et les pierres précieuses, on enleva les enfants juifs qui furent portés à l'église pour être baptisés. L'historien cite « Cette dernière violence mériterait d'être louée si la fureur et l'avarice n'en eussent pas corrompu la sainteté. » Je cite. Hein.
Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que l'on a la raison pour laquelle, en fait, ces gens vont se trouver malmenés. Le chancelier s'engagea à en parler au roi, mais des forcenés qui avaient utilisé le système des billets à ordre pour obtenir des crédits envahirent le quartier juif, dont ils pillèrent les maisons et dont ils jetèrent les meubles par les fenêtres, en n'oubliant pas de détruire les billets à ordre qu'ils avaient souscrits. Voilà. Donc, en fait, si on cherche vraiment, on trouve parfois, comme vous le savez, vous qui faites de la recherche, au bout d'une semaine, des fois, ou de 3 jours de recherche en bibliothèque, des fois, on trouve 2 lignes, 3 lignes, un petit paragraphe qui apporte une solution à la question qu'on se posait. Voilà. Donc, ce sont des petites anecdotes comme ça qui, au fil du temps, vous restituent un petit peu l'atmosphère du moment. Alors, qu'est-ce qui se passait? Quelque chose de plus heureux quand même. En 1418, à l'époque du Collège des Lombards, il y a la naissance, toujours dans ce petit quartier. Alors là, la naissance, elle est là. Je vais vous situer très précisément. Parce que j'ai oublié de faire, là, ici, il y a une petite impasse qui s'appelle l'impasse d'Écosse, maintenant, qui à l'époque s'appelait, qui avait des noms différents. À l'époque, c'était une rue. Donc là, dans cette impasse, tout ce pâté de maison, là, c'était un collège qui s'appelait le collège Coqueret. C'est un collège complètement oublié, parce que personne n'a écrit dessus. C'est ça qui est intéressant, c'est là qu'on voit que votre rôle est très important, parce que si on n'écrit pas sur un sujet, le sujet disparaît. Donc le collège Coqueret, qu'est-ce que c'est en fait? Bien, c'est la langue française. C'est Ronsard, Du Bellay, Le Baïf, qui à un moment donné se sont retrouvés, c'est des copains, ils se sont retrouvés dans ce collège, un tout petit collège, et qui a été créé par Le Baïf, qui en fait était ambassadeur à Venise. Et il a voulu que son fils ait une bonne éducation. Donc il a financé ce petit collège. Et c'est comme ça que ces jeunes gens se sont retrouvés, et ils ont créé la brigade, qui s'est ensuite appelée la Pléiade. Hein? Et c'est là qu'on réalise qu'en fait, ce n'est pas pour rien qu'ils sont devenus connus, c'est parce qu'on l'a oublié là aussi, et ça je l'ai retrouvé dans des actes notariés de l'époque, c'est qu'en fait Ronsard était page de François Ier. C'est pour ça qu'il n'a pas été oublié. C'est là où on voit le rôle du politique, c'est que le politique, il classifie un peu, il y a des gens qui ont fait des choses, des artistes qui ont fait des choses très intéressantes, mais si le politique ne permet pas d'éclore, des fois l'art meurt, hein, sans raison, c'est une des thématiques. Hein. Donc Ronsard était là, Le Baïf était quand même fils de l'ambassadeur de France à Venise, et on trouve comme ça des gens, bref, on leur doit la langue française. Et ce petit collège est complètement oublié, alors qu'en fait, il a apporté beaucoup, puisqu'à partir de ce moment-là, on n'a plus utilisé le latin, mais peu à peu, on a commencé à utiliser le français. Hein. D'où le nom, vous savez, vous tous ici, quartier latin. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans ce quartier, on ne parlait que le latin. Hein, et le nom est resté. Alors, qu'est-ce qui se passait dans le monde à ce moment-là? Bien, il y a aussi eu quelque chose de très très important pour nous, c'est la persécution des Templiers. Hein, c'est-à-dire que les Templiers ont été complètement évincés, malmenés, assassinés, et on verra que plus tard, cette éviction des Templiers, parce que c'est une espèce de constante qu'on trouve dans notre pays, va permettre la richesse d'un autre pays. C'est grâce, ou plutôt malheureusement, nous avons évincé les Templiers, et à cause de cela, c'est le Portugal qui va hériter de leurs connaissances, et c'est ce qui va faire que les Templiers vont créer les cartes, la caravelle, et c'est comme ça que le Portugal va devenir le grand maître maritime vers l'Amérique du Sud, et qui va s'enrichir. C'est-à-dire que nous, en pourchassant les Templiers, nous nous sommes appauvris. Mais c'est ça qui est intéressant de voir comment l'histoire se fait. Alors bien sûr, il y a eu aussi dans le quartier, dans cette petite rue Lano, le poète François Villon, qu'on ne va pas oublier. Hein. Et il y aura une anecdote très intéressante qui est la grève de l'Université de Paris. Mais enfin, il y a tellement de choses intéressantes, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, parce qu'on n'a qu'1 heure, il faut aller un peu plus vite. Alors, en 1532, qu'est-ce qui s'est passé? Une chose importante quand même aussi, dans cette petite rue, Calvin, qui était ici,
au 21. Il y avait un collège qui s'appelait Collège Forté. Il vivait là, il étudiait là. Il est obligé de fuir parce que la police est à ses trousses. Et donc il fuit la France. Et en fuyant la France, il va aller créer Genève et il va créer le protestantisme et toute la richesse. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir que les choses partent de ces petits endroits. Hein. Et comme la vie c'est drôle, on va quand même aller à des choses un peu moins tristes, mais là on va loin dans l'histoire. En 1551, je découvre dans des actes notariés un sergent à verge. Qu'est-ce que c'est un sergent à verge? En fait, c'était un policier ou un commissaire-priseur, enfin c'était un homme de loi qui s'appelle Jehan Cormery, vous voyez, qui était dans cette petite rue aussi. Donc c'est vraiment, si on va très très loin, les petites plaisanteries de l'histoire. Moins drôle, en 1548, à Paris, à la peste. Hein. Et surtout 1539, c'est très important parce que ça va nous mener à 1681, le Collège des Irlandais. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Quelque chose de très important, c'est le schisme de l'Église anglicane. Et c'est le début de la persécution des catholiques en Angleterre et en Irlande. Donc ça, la France, on l'a complètement oublié. Mais en fait, nous avons accueilli tous les catholiques persécutés par les Anglais et tous les Irlandais catholiques aussi persécutés. Mais ça, c'est une partie de notre histoire qui n'est pas tellement enseignée. Alors, une date très importante aussi pour cette petite rue, ce petit endroit, c'est la naissance du théâtre français rue d'Écosse. Alors, la rue d'Écosse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette petite rue-là, il y avait, en fait, avant une rue qui s'appelait la rue de Reims. Qui a été complètement fermée par le collège Sainte-Barbe actuel. Hein. C'est pour ça que si vous allez vous promener par là, vous verrez, il y a un mur là. Hein. Mais en fait, avant, c'était une rue très riche. Et c'est dans cette rue qu'est né le théâtre français. C'est-à-dire que Henri II, un jour, est venu voir la première pièce de théâtre en français, qui était Cléopâtre, la pièce Cléopâtre, écrite par Jodelle, qui faisait partie du groupe La Pléiade aussi. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est des choses qui sont complètement oubliées, hein, parce que qui peut savoir que le théâtre français a commencé là, franchement, il faut... Ah oui, vous voyez, donc c'est vraiment... et là aussi, c'est par des archives que petit à petit, on remonte et on retrouve... comme a appris Marie-Claude, on tire le fil. Et la recherche, c'est tirer le fil. Alors, dans cette petite église, donc, au fur et à mesure, comme le temps passe, bientôt, le collège des Lombards n'a plus d'argent. Et on réalise que les églises et collèges sont comme des espèces d'entreprises. Hein. Il n'y a plus d'argent, donc il n'y a plus de boursiers. L'État italien ne veut plus envoyer d'étudiants Enfin, l'État italien, il n'y a pas d'État italien, c'était plutôt les Lombards ne veulent... Voilà, exactement, les Lombards ne veulent plus envoyer d'argent, donc c'est là... Le collège tombe en ruine. En 1572, bien sûr, très important, la Saint-Barthélemy, hein, j'en parle, parce que rue Saint-Jacques, la rue qui longe la Sorbonne, il y a eu quelques 2000 protestants qui ont été assassinés, parce que l'histoire de France, c'est aussi une histoire de sang. Hein. Et donc, là aussi, j'ai retrouvé dans des archives les listes, comment les listes ont été faites, c'est-à-dire qu'on a bien la preuve que sans ces listes, on ne pouvait pas tuer tous les protestants. Donc c'était il y avait une tenue comptable. C'est passé dans une seule nuit, celle de la Oui, voilà. 2000 rue Saint-Jacques. Rue Saint-Jacques. Enfin, j'ai les chiffres là. J'ai tous les chiffres. Enfin, dans le livre, il y a un peu les chiffres, et puis j'ai repris les listes. J'ai retrouvé les listes et on explique très bien comment ça a été organisé. Hein, parce que c'était vraiment une rafle, comme la rafle du Veldiv. Ah, c'était pareil. Hein. C'est comme la rafle du Veldiv, c'est vraiment la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, contrairement à ce qu'on nous raconte, c'était pas... Là aussi, le politique a eu un travail très... C'est le politique et le sociologique, c'est-à-dire qu'il y a un découpage en règle de la ville, hein, avec les personnes, quoi, parce que c'était malheureusement très bien organisé. Et donc, je vous parle de ça aussi. Alors,
1615-1631, en fait, cette église, c'est ce lieu plutôt, parce qu'à l'époque, il y avait une église. Et quand je vous ai parlé du collège, c'est qu'en fait, il y avait l'église là, et puis de part et d'autre là, il y avait des constructions qui étaient plus ou moins en bon état selon les périodes historiques. Et c'était donc ce qui constituait le collège des Irlandais, si vous voulez. D'accord ? Il y a toujours eu à cet emplacement une église. En fait, il y a eu 3 églises au fil du temps. Hein ? Et donc, celle de l'abbé de Cormery, c'est celle qui a été reconstruite en 1733 et qui est un pur 18e. Donc, avec de très beaux volumes. Hein ? Alors, la Typographia Savarinia, c'était en fait, je vais essayer de vous la retrouver, c'était dans l'esprit aussi du temps, c'est-à-dire des éditeurs de langue rare. Hein. Donc pendant cette période historique, c'est l'édition, et comme c'est typique du pays, hein, de cette période historique. Hein. Ensuite, on va petit à petit rentrer dans la période, je dirais, irlandaise de l'Église, et je vais vous parler, parce que le fil tiré de la recherche est toujours incroyable. Donc, je travaillais depuis 1990 et je m'intéressais à cette église. Et bien sûr, j'apprends que en 1691, c'est devenu un collège des Irlandais. Le travail que je fais à l'université, ici avec Marie-Claude Vétréno-Soulard, et au sein de cette petite galerie, fait qu'un jour, le gouvernement des Barbades me demande de venir faire un état des lieux de l'art aux Barbades pour éventuellement promouvoir les artistes des Barbades. Vous allez vous dire que ça a à voir avec notre histoire. Mais ça a quelque chose à voir. Et un jour, dans un musée tout au milieu de cette petite île, je m'ennuie et je vois une petite bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y avait un livre sur le génocide des Irlandais aux Barbades. Et en fait, je découvre une recherche extrêmement intéressante faite par un Irlandais qui prouve que, et c'est pour ça que nous étions partis tout à l'heure de ce schisme anglican, que des Irlandais ont été mis en esclavage à partir du moment où on a pourchassé les Anglais, enfin les catholiques irlandais et anglais, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est à partir de 1539. Ensuite, il y aura Cromwell, qui va là aussi faire une mise, qui va quadriller l'Irlande, et qui va vendre comme esclaves entre 50 000 et 100 000 Irlandais, blancs. Et aux Barbades, parmi la population, je réalise qu'en effet, il y a des Barbadiens qui sont blancs de peau, et il y a 2 petits villages constitués de blancs au sein de cette île qui est maintenant gouvernée par des Barbadiens qui sont de souche africaine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on réalise que grâce à cette recherche, je retrouve aussi le fil de cette église, puisque je comprends tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette église, ce collège des Irlandais, en fait, a abrité les clandestins qui venaient se réfugier en France, dans ce collège, pour être formés, pour devenir des prêtres catholiques. Parce qu'en Irlande, ils étaient ils pouvaient être mis en esclavage, mais quand je dis mis en esclavage, ce n'est pas une image, ce n'est pas qu'ils étaient sous contrat et qu'au bout de 10 ans ou 20 ans, ils pouvaient devenir libres. Non, non, pas du tout. On a la preuve, grâce à ces archives, cet auteur s'appelle Callahan. Malheureusement, il est mort juste au moment où il a fini son livre. Et le problème de l'Irlande et du collège des Irlandais, c'est que, tout comme nous avons eu le même problème avec nos archives en France, à la Révolution française, comme vous le savez, les prêtres l'Église a dû donner ses archives à l'État. Les archives donc de Paris ont été mises
dans l'hôtel de ville, qui est ensuite brûlé. Et comme vous le savez, toute une partie de notre passé s'est évaporée, et même, c'est très difficile, donc bien souvent, pour arriver à mener à bien une recherche, on doit aller à l'étranger pour trouver des informations sur notre pays. Eh bien, pour l'Irlande, c'est la même chose, c'est-à-dire que ces personnes qui ont été mises en esclavage, tout d'abord, Cromwell et tous les politiques pendant un siècle, ils ont même gommé leur nom. C'est-à-dire que quand on les vendait aux esclavagistes, on ne mettait pas leur vrai nom, parce qu'autrement, on pouvait retrouver leurs traces. Et c'est ainsi que des villages, des noms de famille en Irlande entiers, des pans entiers de l'histoire irlandaise a disparu. Par ailleurs, en 1922, les archives de la bibliothèque de Dublin ont brûlé, tout comme nous. Et bien sûr, les Anglais n'ont absolument aucun intérêt, même encore aujourd'hui, à faire savoir ce qui s'est passé à l'époque. Par ailleurs, les Barbades, le gouvernement des Barbades, ne tient surtout pas non plus à parler des Irlandais pour deux raisons assez drôles, enfin si on peut dire. C'est que tout d'abord, ils tiennent à avoir un monopole de l'esclavagisme. C'est-à-dire que l'esclavagisme doit être uniquement pour les Africains et non pas pour les Blancs. Ça les gêne beaucoup. Ils ne peuvent pas supporter qu'on en parle. Donc moi, par exemple, quand j'étais dans ce musée, il était tenu par des Barbadiens d'origine africaine. Donc ils étaient très furieux, ils n'ont pas voulu me donner le livre, mais heureusement j'avais mon petit ordinateur et chaque soir je prenais tout ce que je pouvais prendre. Parce que c'est une petite édition, comme vous le savez les petites éditions c'est pas très facile, la diffusion est pas importante, donc j'ai pris tout ce que je pouvais prendre et j'aimerais retourner aux Barbades. Alors le problème dans cette recherche c'est que il n'y a rien dans les archives anglaises et pour cause, puisqu'on a gommé les noms pour qu'il n'y ait pas de preuves. Donc on ne retrouve que les listes des esclavagistes. Et les seuls documents que l'on trouve, c'est aux archives des Barbades. D'accord? Mais en plus, le gouvernement des Barbades actuel, comme il y a aussi ce qu'on appelle un gouverneur du Commonwealth anglais, ne tient pas non plus à ce qu'on en parle. Vous voyez? C'est comme ça qu'on défait l'histoire. Mais grâce à Jean-Luc de Carbuccia, on va en parler un petit peu de cette histoire parce que, et d'ailleurs dans ce livre, je lance un appel à des documents, si on peut retrouver des familles, parce que comme vous le savez, les Irlandais ont une politique très très intelligente et en plus, il y a maintenant beaucoup d'Irlandais qui essaient de retrouver leur souche. Alors voilà, donc cette recherche sur le Collège des Irlandais, elle m'a amené donc par une recherche à l'envers à la tradition catholique anglaise et irlandaise de l'abbaye de Cormery. C'est-à-dire j'ai compris pourquoi c'est l'abbé de Cormery qui a financé en 1733 cette église, parce qu'on se dit pourquoi est-ce qu'il va le faire. C'est qu'en fait depuis l'an 800, c'est-à-dire depuis Alcuin, je sais que vous connaissez, mais enfin je me permets de... Alors, qui était Alcuin? Alcuin, c'était le conseiller de Charlemagne. Et c'est grâce à lui, enfin, certains diront grâce à lui, d'autres, c'est à cause de lui, que nous avons eu l'école gratuite, laïque et obligatoire. C'est grâce à lui que il a donné l'idée à Charlemagne. C'était le conseiller de Charlemagne, il lui a dit, il faut qu'il y ait l'école sur votre territoire. Et Alcuin, c'est lui qui est à l'origine de la création de l'abbaye de Cormery. Et d'ailleurs, dans le livre de l'abbé de Cormery, il y a un très beau poème qu'il a écrit où il est triste parce qu'il voudrait être enterré dans cette abbaye, mais il est trop connu à l'époque politiquement et donc il doit être enterré conformément à la politique du moment à l'abbaye de Saint-Martin qui se trouve à Tours. Parce qu'à l'époque, Tours était l'endroit où les rois de France avaient la couronne, toutes les choses qui étaient très importantes pour le politique. On voit à quel point l'histoire se déplace. À un moment donné, elle est à Tours, à un moment donné, elle est à Versailles. Vous voyez, ce n'est jamais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très fluctuant. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, quelques minutes. Oh, il te reste autant que tu voudras. De toute façon, personne ne va s'ennuyer. Bon, mais je ne vais pas trop vous ennuyer quand même. Donc, j'ai retrouvé, grâce à cette recherche, le film. Donc, on part d'Alcuin. Et on comprend pourquoi il y a toujours eu une tradition anglaise ou de langue anglaise dans un petit village à 15 km de Tours qui s'appelle Cormery. Voilà.
Et comme ça, j'ai pu retrouver aussi mes racines et comprendre pourquoi, du côté de mon père, en fait, nous sommes issus de catholiques, vraisemblablement irlandais ou anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Et de la recherche, finalement, ne partait pas du tout de ça. C'est là où la recherche est magique, c'est-à-dire qu'on... Voilà, moi c'était uniquement ce petit endroit de Paris qui était riche et je pouvais pas imaginer une seconde qu'elle m'amènerait à comprendre d'où nous venions. Voilà. Alors, ensuite, alors il y aura une partie donc assez importante dans ce livre sur les Irlandais parce que je trouve que cette cause est importante. Ce que j'ai trouvé intéressant, parce qu'avec Marie-Claude Vétréno-Soulard, on s'intéresse aux nouvelles technologies, j'ai bien sûr cherché sur le site du Collège des Irlandais, dont on a beaucoup parlé il y a 2-3 ans, quand ils l'ont inauguré. Comme il s'appelait Collège des Irlandais, je pensais bêtement qu'il s'agissait des Irlandais. Et en fait, j'ai vu qu'on avait soigneusement gommé cette partie de l'histoire et qu'on avait sur le site une histoire officielle qui est plus anglaise, je dirais, qu'irlandaise. Mais c'est bon de le savoir parce qu'en effet, on ne peut pas le deviner. Moi-même, je ne pouvais pas le deviner. Donc, en 1733, l'abbé de Cormery finance, grâce au village et grâce aux communautés à l'origine anglaise ou irlandaise, cette église qui est l'église que vous pouvez visiter aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on fait on voit quand même qu'au fil du temps, elle a abrité beaucoup de gens qui étaient exclus. En 1871, elle va devenir la chapelle de Jésus ouvrier, c'est-à-dire qu'elle va abriter un catholicisme qui est oublié, je pense, qui était un catholicisme social, d'Albert Demain. Alors Albert Demain, à l'époque, cette église était tellement il y avait tellement il y avait énormément de conférences, justement, pour ouvrir la porte aux ouvriers, aux nouvelles connaissances. Hein. Et à l'époque, c'est une toute petite église, vous verrez si vous y allez, il y avait quelques 600 personnes qui venaient écouter les conférences. À tel point que l'église actuellement, l'église Sainte-Geneviève, est devenue jalouse et a fini par, elle aussi, organiser des conférences parce que il n'arrivait pas à attirer autant de monde. Oui, c'est un petit lieu complètement oublié où il s'est passé tant de choses. D'ailleurs, il y a encore dans la crypte, mais ça aussi c'est dans le livre, mais il y a tellement de choses encore à apprendre, les sépultures des grands prêtres irlandais, ils sont toujours dans la crypte en fait. Hein. Ça aussi c'était oublié. Hein. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors bon, on va quand même parler un petit peu. Donc 1871 jusqu'en 1905, c'est la chapelle de Jésus ouvrier. Et ensuite, le 30 mars 1914, ce sont les ouvriers catholiques des jeunesses du Limousin. Comme vous le savez peut-être, ce petit endroit, à partir d'une certaine période historique, a abrité beaucoup de gens qui venaient justement du Limousin. Pourquoi? Parce que notamment la rue de l'Anneau, où se trouve la petite galerie, c'était un endroit qui a été frappé d'alignement à partir de la fin du 19e. On retrouve ça dans le livre de Lazare, qui est un énorme livre, vous connaissez sans doute Lazare. En fait, Lazare a été complètement pillé par Hilléré. C'est qu'Hilléré, que vous connaissez tous pour l'histoire des rues de Paris, en fait, il a complètement plagié le Lazare, qui était un préfet qui travaillait à la mairie de Paris de l'époque. Et donc, dans le Lazare, on a les preuves qu'en effet, tout ce petit quartier était frappé d'alignement, puisque nous devions... vous voyez, la rue des Écoles n'était pas comme ça du tout avant. C'était si vous allez voir la rue de l'Anneau, c'est resté comme au Moyen-Âge, et c'était moyenâgeux. Et donc, la rue des Écoles a été percée en même temps que l'on a bâti la rue de la Sorbonne, pour faire une grande avenue qui va jusqu'à Jussieu, où nous sommes maintenant. D'accord? Donc, ce petit endroit-là, tout ça, et sans doute ça aussi, surtout ça, c'est sûr, j'ai les preuves écrites, tout ça devait être abattu. Et c'est grâce à Malraux, en fait, que on a sauvé ce pan de Paris. Et c'est la raison pour laquelle c'est un petit peu comme la maison de la Belle au Bois dormant, cet endroit. Hein. C'est resté vraiment en l'état. Hein. Ouais.
Alors, ça s'explique aussi socialement. Pourquoi est-ce qu'en 14, il y avait surtout des ouvriers limousins? Parce que, historiquement, cette région de France était très pauvre. Donc, les gens les plus pauvres venaient ici travailler. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on a eu beaucoup de nouvelles constructions, parce qu'ils étaient très, très industrieux. Et ils s'installaient dans cet endroit parce que personne n'en voulait. Les promoteurs immobiliers de l'époque ne voulaient surtout pas investir parce que c'était frappé d'alignement. Et ce n'est qu'à partir de Malraux, donc après 59, que petit à petit, l'endroit a pu retrouver ses lettres de noblesse. Et en fait, c'est bien après 70-75 que les derniers bâtiments ont été, remis en activité, si on peut dire. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette église? Écoutez, c'est un endroit vraiment très très intéressant. C'est la mission syriaque araméenne. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez aller, si vous le voulez, écouter la messe le dimanche à 10h30, où vous avez la messe en araméen. C'est-à-dire que c'est une église où vous avez la messe selon les premiers chrétiens. Et si vous allez par exemple au réveillon de Noël à 19h, la messe est dite selon la tradition ancienne. Et vous pouvez aussi, dans la cour, il y a une très jolie cour pavée, avoir la messe des bergers, comme on faisait avant. C'est-à-dire que le prêtre fait un feu, comme faisaient les bergers peut-être à Bethléem. Et il y a tout un cérémonial très très beau. Et donc actuellement, la mission syriaque araméenne est abritée. Syriaques araméens qui sont quelque peu persécutés, disons-le bien, en Irak, au Liban, en Syrie, enfin dans tous ces pays-là, mais bien sûr on n'en parle pas et eux ont même peur d'en parler parce qu'ils ont peur des représailles. Donc si vous voulez, ce petit livre essaie de retracer un petit peu toute l'histoire de ces réfugiés, de ces persécutés et de ces personnes qui apportent beaucoup à notre histoire. Voilà, donc je ne veux pas être trop long, mais alors si vous le voulez, je vais quand même rendre hommage ici au Père Karomi, parce que le Père Karomi, c'est un prêtre donc catholique qui est à la tête de cette petite église qui, comme il nous le disait, baptise encore de façon clandestine des personnes en Irak, enfin faisait ça. Parce c'est quand même clandestin là aussi, hein, tout comme c'était clandestin pour les prêtres irlandais de venir ici dans cet endroit. Donc il y a une certaine continuité dans l'abri des persécutés dans cette église. Et donc lui c'est un monsieur assez exceptionnel dans la grande tradition de l'église puisqu'il parle 7 langues. Il parle araméen. Il est arrivé en 2002, il parlait pas un mot de français. Maintenant, il fait des homélies absolument remarquables dans un français exceptionnel. Donc, c'est intéressant, ne serait-ce qu'une fois, d'aller à 10h30 dans cette petite église le dimanche. En plus, il vous sert le café avec les gâteaux à la fin de la messe et tout le monde discute. Vous voyez, donc c'est une tradition qui n'existe plus du tout ici. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et surtout, pour vous qui vous intéressez à beaucoup de choses, le petit livre de messe qui est très très modeste, en fait, sont des photocopies. Vous avez la traduction en français et en araméen de la messe. Voilà. Et dans ce livre aussi, en hommage au Père Karomi, j'ai donc mis les prières en araméen, le Je vous salue Marie, le Notre Père et des textes classiques qu'on trouve dans la langue du Christ, c'est-à-dire qu'on le prononce comme le Christ le prononçait. Voilà. Donc c'était une petite balade de l'église de l'abbé de Cormery. Voilà. Et je voulais remercier ici Jean-Luc Ducarbuccia qui vous dira un mot sur son catalogue de livres remarquables qui devrait vous intéresser. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, contrairement à ce qui se passe d'habitude, aujourd'hui, comme vous avez vu, la séance est enregistrée. Donc, si vous voulez intervenir, il faut absolument que vous ayez le micro pour que ce soit enregistré, justement. Alors, qui vous posez des questions? Mais comment vous avez fait le lien entre ce abbé de Cormery? Vous avez retrouvé toute votre ascendance?
C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que j'ai retrouvé tout d'abord le premier document. C'est un document qui... Pardon, non, c'est bon, j'avais pas besoin. Voilà. Le premier document d'archives est un petit document que j'ai trouvé à la bibliothèque nationale, à la bibliothèque la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui faisait état de l'histoire de cette église. Et c'est un tout petit paragraphe où, en effet, on a la preuve de ce qu'on appelle la fondation. Donc, dans le petit livre, d'ailleurs, là, il y a le texte de la fondation, écrite par l'abbé de Cormery. C'est un premier élément de la recherche. Avant cet élément, comme j'ai énormément vécu dans les pays anglo-saxons, très fréquemment, on me disait « mais vous êtes anglaise, vous êtes irlandaise ». Donc, j'ai fait des recherches, par ailleurs, mais les archives des Mormons, on trouvait nulle part ce nom. On trouve nulle part. Et donc, c'est donc à l'envers, ou même pas à l'envers, d'une façon parallèle, que petit à petit, je suis remontée au village proprement dit, mais jamais, je n'ai rien trouvé au village. Je n'ai rien pu trouver non plus dans la région. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai trouvé que, c'est le propre de la recherche. Comme disait très justement Marie-Claude, c'est comme une mosaïque, la recherche. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, la recherche que j'ai menée avec Marie-Claude sur la politique culturelle en France, c'était comme ça, et c'est ce que l'on continue avec le symposium Aréard que l'on fait avec Gilles Bersol, ici présent, Marie-Claude Bétréno-Solar, Jacques Chatelot, salle 04 de la tour 66. Vous savez, je vous ai donné le programme en début d'année. Voilà. Une fois par mois, on fait une visioconférence sur un sujet qui a trait à l'art. Hein. Bon. Donc, par exemple, toute cette recherche qui donne maintenant lieu à des livres, c'est pour répondre à votre question, ce sont des mosaïques. C'est-à-dire que c'est pas, on tire un fil. Donc là, le fil que j'ai tiré à un moment donné, c'était Alcuin, en l'an 800. La naissance de l'abbé de Cormery. Vous voyez? Et à un moment donné, j'ai tiré le fil, grâce à la recherche. Bête, hein, pure et dure, donc quand même 15 ans de recherche dans les archives, et puis petit à petit, si vous voulez, on arrive à reconstruire un puzzle, hein, et à avoir une image. Hein. Et donc maintenant, je suis arrivée au stade où je fais appel aux Irlandais pour essayer de trouver, par le biais de ce livre, des sources. Mais c'est pas tellement mon propos, moi ça m'est un peu égal, mes ancêtres. Hein. Ce qui est important, c'est plus l'histoire. Ça peut être quelqu'un simplement du même village ou un homonyme de hasard. L'abbé de Cormery, c'est l'abbaye de Cormery, c'est une abbaye importante, oubliée, comme était l'abbaye de Saint-Martin de Tours. D'accord? C'est une abbaye où on a notamment fait énormément d'enluminures, mais au temps d'Alcuin, 800. Donc, l'abbé de Cormery, c'est uniquement un abbé qui, à l'époque, avait cette charge, hein, c'était un noble, qui a trouvé le financement par les villageois de Cormery. C'est-à-dire que ce n'est pas lui. Lui s'appelle abbé de Cormery parce il était à la tête de cette abbaye. En fait, il s'appelle de Vaubrin. Mais c'est l'abbaye de Cormery qui a financé l'église qui est actuellement l'église syriaque araméenne. Et donc personne ne peut savoir que ça a été financé par l'abbaye de Cormery. C'est impossible à savoir. Donc il a fallu une recherche, en fait, qui n'a rien à voir avec ça, puisque ma recherche, c'est en fait l'histoire de ce quartier de l'an 120 à l'an 2000, en 12 volumes. Et j'ai sorti des éléments de cette grosse recherche, quand à un moment donné, je me suis focalisée sur ce petit lieu. Et on l'a fait aussi avec Jean-Luc, parce que pour aider ce prêtre, c'est-à-dire que lui, ce prêtre qui est le père Caromi, au début, je l'ai présenté aux gens du quartier, si vous voulez, il y a des moments où il y a trois personnes dans l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Il est tout à fait isolé. Donc c'est aussi pour retrouver l'histoire de son église et pour permettre que l'on s'intéresse à ce lieu qu'il mérite. Voilà. Vous voyez, ma recherche, c'est pas du tout ma famille, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce fil que je tire. Et tant mieux si je trouve sur ma famille en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quelqu'un veut parler? Voilà. Donc je vous remercie de votre... Alors j'aimerais donner la parole quand même à Jean-Luc de Carbuccia, parce que Jean-Luc a... Oui, voilà. Jean-Luc a donc
dirige la maison d'édition qui s'appelle les Éditions de Paris. Son nom a été plagié par un homonyme qui a pris plus ou moins le nom. Paris aussi, oui, mais voilà. C'est secondaire. Je crois que le plus simple, c'est que si le programme des Éditions de Paris vous intéressait, il suffit de consulter par l'internet édition-de-paris.com. Et là, vous serez renseigné sur ce que nous faisons. La Société d'émission fait fi de toute idole, idéologie et idée reçue, et donc est avant tout ouverte aux recherches qui ne sont pas forcément dans le courant classique, et que ce soit avec Jacqueline Gelon-Bismuth, qui était fondatrice de l'Institut de recherche hébraïque ancienne et médiévale, que ce soit avec le père Philippe Roland, qui est un exégète catholique, ou avec d'autres. L'extraordinaire prêtre qui a fait l'étude de l'islam, de la chrétienté. Que ce soit le père Boussali, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est la recherche universitaire, la recherche scientifique, la recherche sérieuse, qui généralement met beaucoup de temps à être admise et à avoir droit de citer. Et nous sommes donc ouverts particulièrement, par exemple, à ce livre de Lise, qui est un livre qui est fondé sur les recherches archéologiques et autres, et qui chante la beauté et la gloire de cette petite église qui est un haut lieu des personnes qui, au cours des siècles, ont souffert de la tyrannie d'un certain nombre d'États, et en fait le haut lieu des exclus. Voilà. Mais donne quelques titres peut-être de tes livres formidables. On le trouvera, c'est moi je ne vais pas m'abuser le temps. Non, on le trouvera sur Internet. Parce que parfois on cherche ce genre de livres et on ne sait pas où les trouver. Donc je sais que... Ce livre dont vous parlez sur l'islam, etc., c'est une série d'ouvrages. Non, pas du tout. Non, il y a les quantités libres. C'est une étude comparative. Comment il s'appelle? Alors, il y a le croissant et d'autres titres aussi, du père Antoine Moussali, qui est un arabophone de naissance, hein, et qui, à ce titre-là, déjà connaît l'arabe mieux que beaucoup de gens qui l'ont appris, même s'ils sont professeurs d'université, puisqu'il a baigné toute sa vie dans un milieu musulman. Comme il est extrêmement difficile de comprendre l'islam et les événements actuels dans le monde sans avoir une connaissance théologique, exégétique poussée aussi bien en matière coranique qu'en matière chrétienne, il me semble être un des hommes qui connaît le mieux, qui comprend le mieux la situation actuelle, parce que ce ne sont pas forcément les sociologues, les politologues, les psychologues et différents spécialistes de l'Orient qui peuvent comprendre le Coran. Le Coran peut être compris que à la lumière de notions théologiques développées, et à ce moment-là, on peut commencer éventuellement un dialogue de vérité avec les musulmans. Sinon, c'est un dialogue d'aveugles. Mais le livre qui était intéressant, c'était l'analyse comparative, christianisme, judaïsme, islamisme. Oui. Alors, Antoine Moussali a publié 4 livres avant de nous quitter pour d'autres cieux, et il a été professeur, après l'indépendance de l'Algérie, professeur d'arabe à l'université d'Alger. C'est vous dire à quel point les intellectuels musulmans le tenaient en très haute estime. Merci Jean-Luc, et je vous remercie tous de votre attention. Voilà. Merci. Moi, j'aimerais bien acquérir un livre. Oui, excusez-moi, donc les livres que vous voyez ici, sont ici donc sont édités. Oui, mais c'est une petite partie, c'est-à-dire que en fait c'est une petite collection que l'on fait grâce à Carrefour Télématique,
dont la présidente est Marie-Claude Vétréno-Soulard, grâce à Gilbert Sol, qui est vice-président, grâce à Jacques Châtelot. C'est une association qui permet de faire de la recherche et d'avoir des visioconférences sur ces recherches. Et par ailleurs, on fait donc des actes où, à la suite de ces numéros-là, tous les intervenants présents auront la transcription de leur communication, de leur conférence, ainsi que des communications supplémentaires. Voilà. Et à chaque fois, c'est sur un sujet, sur l'art. Par exemple, les experts, les marchands, les conservateurs de musées, la politique culturelle. Une fois par mois, on a un sujet différent. C'est-à-dire que contrairement aux actes de Marie-Claude écrits Images orales nouvelles technologies, où une fois par an, vous avez une dizaine de chercheurs qui travaillent sur un sujet ouvert, là, le sujet est thématique. C'est que chaque livre est sur un sujet. Et vous avez plusieurs chercheurs qui travaillent sur ce même sujet. Voilà. Très bien. Voilà. Merci.